commence alors, ça vous va? Allez. Bien, donc bonjour, nous allons pouvoir commencer la séance de cet après-midi autour de Robert Badinter. Alors Robert Badinter, donc vous le savez, a connu plusieurs vies puisqu'il a été avocat, ministre, professeur de droit, président du Conseil constitutionnel, sénateur, mais il a été aussi essayiste et homme de théâtre. Alors, on lui doit en particulier, dans ce registre-là, des œuvres tout à fait donc singulières et passionnantes. Cellule 107, qui fut la cellule de Pierre Laval, qu'il a partagée donc avant d'être exécuté avec quelqu'un que vous connaissez donc peut-être, qui était René Bousquet à Fresnes. Mais surtout sa pièce de théâtre, qui je trouve qui est la plus formidable, la plus fantastique, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle C33, qui est le numéro de matricule d'Oscar Wilde lorsqu'il a été condamné pour homosexualité à 2 ans de prison. Et c'est dans cette cellule, dans cette prison, d'ailleurs, que l'écrivain anglais a écrit son dernier texte fort, qui s'appelle Ballade de la geôle de Reading. Et depuis, il a été incapable, si je peux dire, d'écrire quoi que ce soit. Et Robert Badinter, donc, a voulu donc rendre justice à ce personnage en faisant une plongée, si je puis dire, dans cette cellule et en se posant aussi un certain nombre de questions, puisqu'il connaissait parfaitement les pièges du dossier, mais comme préoccupation, il s'était dit, comment donc rendre palpable le paysage sonore d'une cellule, puisque dans une pièce de théâtre, bon là je vous apprends rien, vous avez les didascalies, des éléments de mise en scène, de tonalité, mais pas des informations sur le son. Et ça a été une préoccupation quand il a donc permis la réalisation de cette pièce de théâtre. Alors Robert Badinter est connu évidemment du grand public pour son combat contre la peine de mort, voilà donc l'abolition, mais le 30 septembre 1981, jour du vote cette fois donc au Sénat, il est dans l'hémicycle et il occupe à ce moment-là la même place qu'occupait jadis Victor Hugo, puisque Victor Hugo n'était pas sénateur mais il était pair de France et dans le système, si je puis dire, monarchique de cette époque-là, être la pairie c'était l'équivalent de la chambre haute. Voilà. Et donc Victor Hugo était là et donc Robert Badinter raconte à plusieurs reprises que voilà, il a mis sa main à ce moment-là sur la plaque qui évoquait Victor Hugo et que c'était une façon de renouer avec l'histoire et puis un clin d'œil, si je peux dire, au passé en disant à Victor Hugo que ça y est, le combat qu'il avait mené toute sa vie était parachevé et que enfin donc la peine de mort était abolie. Alors, vous avez aussi une autre personnalité que vous connaissez peut-être qui s'appelle Denis Salas, qui est l'actuel président de l'Association française pour l'histoire de la justice. Et cette association avait été créée donc à l'origine par Robert Badinter, qui s'était dit qu'effectivement, dans le domaine de la justice, il y avait, pour parler très familièrement, des trous dans la raquette. La mémoire n'avait pas toujours été transmise et qu'il était très important donc d'œuvrer pour pérenniser, pour découvrir ou mettre en avant tel ou tel aspect dans le fonctionnement de la justice. Et Denis Salas de dire que finalement Robert Badinter est le ministre qui a su rendre sa dignité démocratique à la justice. Donc là, évidemment, on a une parole qui est assez forte en l'honneur de Robert Badinter. Alors, pour échanger à propos de ces aspects, restituer donc l'engagement, la trajectoire de Robert Badinter, nous allons vous proposer, si je puis dire, au cours de cette séance, 3 grandes parties. D'abord, un éclairage autour de la figure de l'avocat. Puis ensuite, nous basculerons en direction du garde des Sceaux. Et puis nous terminons par évoquer la personnalité de Robert Badinter comme intellectuel. Alors évidemment, avec la vie, l'existence et l'œuvre de Robert Badinter, il n'est pas possible de couvrir l'ensemble du spectre de ses réalisations. Donc vous nous pardonnerez donc parfois peut-être de vous proposer des raccourcis et d'aller donc à l'essentiel. Et puis peut-être un mot encore pour vous dire que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises Robert Badinter qui avait failli préfacer donc un de mes livres, mais notamment ce qui m'avait frappé, c'est dans la grande chambre de la Cour de cassation, je participais à un colloque sur la cour d'assises. Robert Badinter était intervenu, notamment parce qu'il s'était intéressé sur le fait de savoir qui était donc la première personne qui avait été guillotinée donc en France après l'adoption donc de la guillotine comme mort juridique. Et là, dans le cadre de ce colloque, moi j'avais fait une citation de Jérémy Bentham sur l'art de juger. Alors Jérémy Bentham, c'est l'inventeur notamment du panopticon. Et
à la fin du colloque, Robert Badinter était venu me voir pour me demander s'il pouvait utiliser la citation que j'avais faite. Oui. Alors, et bien évidemment. Donc ça en dit long, je crois, sur la personnalité, la modestie et la grandeur de Robert Badinter, puisque parfois, donc, on connaît l'homme public, mais comment était-il véritablement des fois dans les coulisses? Et là, dans les coulisses, c'était donc évidemment un intellectuel remarquable, mais aussi quelqu'un d'une très grande modestie. Donc nous allons commencer maintenant alors, avec deux invités que je vais laisser se présenter eux-mêmes en 1 minute chacun. Alors comme ils sont juristes, vous savez, moi je suis littéraire, plutôt historien venant des sciences humaines, je peux me moquer d'eux comme ça, j'en profite. Je vais leur demander de se présenter chacun en 1 minute, voilà, pas plus. Voilà, donc voilà, en 2 parties éventuellement. Laurent, si tu veux dire un mot, tu te fais ton... Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Laurence Le Turmier, professeure de droit à la faculté de droit de Poitiers, la faculté de droit et des sciences sociales et pénaliste, donc spécialisée en droit pénal, raison pour laquelle j'imagine j'ai été invitée à cette table ronde. T'as 1 minute 15. Bien, bonjour à toutes et tous. Alors moi je suis Didier Veillon et je suis également professeur d'histoire du droit, quant à moi, à la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers. Et parmi mes spécialités, il y a notamment l'histoire de la justice. Bien, merci donc pour cette présentation donc synthétique de voix. Alors on va commencer donc à porter l'éclairage sur Robert Badinter comme avocat, mais juste avant, donc vous savez, on a écrit ça un petit peu partout. Robert Badinter a commencé sa carrière d'avocat un petit peu sous la tutelle ou l'ombre d'un autre avocat très célèbre qui s'appelait donc Maurice Thorez. Oui. Alors, j'ai Thorez avec un S à la fin, excusez-moi, là j'ai fait un lapsus que vous me pardonnerez bien aisément. Voilà. Et Maurice Thorez était considéré dans l'entre-deux-guerres, c'était un avocat donc brillantissime recherché, mais qui avait, si je peux dire, un organe vocal particulier, et on disait qu'il avait la voix d'airain du palais, tellement il arrivait donc à se faire entendre parfois sans micro. Mais il s'est fait connaître notamment parce qu'il a été un petit peu l'avocat des causes perdues, notamment d'une jeune femme que vous connaissez peut-être, c'est le procès Germaine Berton. C'est une anarchiste qui a tué donc un membre de l'Action française. Et là, bah, évidemment, c'est lui qui a été désigné pour prendre sa défense. Et il a obtenu son acquittement. Voilà. Et d'ailleurs, Germaine Berton lui a jamais pardonné parce qu'elle-même aurait voulu, si je puis dire, trépasser pour incarner la figure de l'héroïne. Et puis après, donc, Maurice Thorez a été un petit peu l'avocat de toutes les causes perdues, les immigrés, les exilés, les libertaires, que sais-je. Et on voit à ce moment-là que Robert Badinter a été à bonne école en se mettant donc dans les pas et dans le sillage de Maurice Thorez. Alors, on va donc débuter tout d'abord peut-être par Didier Veillon, qui va évoquer l'avocat des assassins. Merci, mon cher Frédéric. Le 21 septembre 1971, Claude Buffet et Roger Bontemps, incarcérés dans la même cellule de la centrale de Clairvaux, simulent de violentes douleurs au ventre. Transférés à l'infirmerie de la prison, les 2 hommes prennent en otage un gardien et une infirmière qu'ils menacent de tuer si on ne leur fournit pas une voiture et de l'argent pour s'enfuir. Le lendemain, le 22 septembre, un peu avant 4 heures du matin, les policiers donnent l'assaut, neutralisent les 2 forcenés et découvrent que les 2 otages ont été égorgés. Comme des millions de Français, Robert Badinter est horrifié en apprenant ce double assassinat, dont il est alors loin d'imaginer à cet instant qu'il marquera à jamais son existence. En effet, au printemps suivant, l'avocat Philippe Lemaire le sollicite pour l'assister dans la défense de Bontemps, ce que Robert Badinter accepte aussitôt. Une telle association n'avait pourtant rien d'évident au départ, tant pour celui l'ayant proposé que celui y ayant répondu favorablement. Âgé de 37 ans en 1972, Philippe Lemaire est un avocat pénaliste jouissant d'une grande notoriété au sein du barreau de Paris, où il a réussi à se faire un prénom, son patronyme y étant déjà célèbre depuis plusieurs générations. Car Philippe Lemaire a embrassé une profession déjà exercée auparavant par son grand-père et son père. D'ailleurs, ce dernier, Jean Lemaire,
a été bâtonnier du barreau parisien et aussi l'un des avocats de Pétain lors du procès du chef de l'État français. Bien que n'ayant aucune sympathie pour le régime de Vichy, Jean Lemaire n'en avait pas moins accepté de défendre le vieux maréchal aux côtés de maître Jacques Izorni. Et d'expliquer à son fils, alors à peine sorti de l'enfance, que le devoir de tout avocat était précisément d'apporter son aide à celui qui le lui demandait. Le jeune Philippe retiendra la leçon paternelle et deviendra à son tour un avocat d'assises extrêmement réputé, n'hésitant jamais à prêter son concours aux causes les plus difficiles. Cependant, il n'entend pas défendre Bontemps seul, ce que son talent lui aurait certainement permis. Mais Philippe Lemaire éprouve le besoin de partager la tâche, d'autant que Buffet, l'autre accusé, sera lui défendu par deux éminents confrères, Rémy Claustre et Thierry Lévy. C'est pourquoi il sollicite Jean-Denis Bredin, son demi-frère de 11 ans, son aîné. Avocat, lui aussi, professeur de droit, l'homme est sans conteste un très brillant juriste. Néanmoins, en dépit de l'affection qu'il éprouve pour son cadet, Jean-Denis Bredin décline l'offre de celui-ci. Goûtant assez peu les affaires criminelles, il estime qu'il ne lui serait pas d'un grand secours. Et de conseiller à Philippe Lemaire de s'adresser plutôt à son associé, Robert Badinter, avec lequel Jean-Denis Bredin a fondé un cabinet en 1965, devenu en quelques années l'un des plus en vue et des plus florissants de la place de Paris. Mais cette success story, Jean-Denis Bredin et Robert Badinter, rejoints en 1969 par Jean-François Prat, la doivent d'abord et avant tout à leur activité dans le domaine du droit des affaires. En d'autres termes, en ce début des années 1970, Robert Badinter est déjà un éminent membre du barreau de Paris, mais il n'est nullement considéré comme un grand avocat d'assises. Il s'est certes déjà illustré dans quelques contentieux, lui ayant valu une certaine notoriété au regard des personnalités qui furent ses clientes, comme le réalisateur Jules Dassin ou l'actrice Brigitte Bardot, pour ne citer que ces exemples. Mais l'on serait bien en peine de citer son nom dans ces grandes affaires criminelles ayant défrayé la chronique. Dès lors, la question se pose de savoir pourquoi a-t-il accepté la défense de Bontemps ? Certainement pas pour l'argent. Ce type de cause ne rapporte guère en espèces sonnantes et trébuchantes. En outre, les revenus de Robert Badinter sont plus que confortables. À ce propos, Jean-Denis Bredin dira de son ami que s'il a lutté avec tant d'acharnement contre la peine de mort, c'était aussi pour, je cite, « acheter sa part de salut », sorte de compensation morale des grandes affaires pécuniaires qu'ils traitaient par ailleurs au sein de leur cabinet. Selon nous, l'abolitionniste convaincu qu'est déjà de longue date Robert Badinter ne voit sans doute pas ici qu'une occasion de livrer un combat contre la guillotine. Il s'agit pour lui de marcher sur les traces de celui qui n'a jamais cessé d'appeler « mon maître », Henri Torres. Ce ténor du barreau, qui lui a tout appris du métier, de par son verbe puissant et son intelligence innée des assises, a sauvé bien des têtes du couperet. En outre, la cause de Bontemps est peut-être moins désespérée qu'il n'y paraît de prime abord. Contrairement à Buffet, il n'avait encore jamais été condamné pour meurtre avant d'entrer à Clairvaux, où il a fait la connaissance de celui-ci. Rencontre funeste, car Bontemps tomba rapidement sous l'emprise de son compagnon de cellule, qui le convainquit de participer à cette prise d'otage dont les chances de succès étaient singulièrement minces pour les auteurs. Comment imaginer, sérieusement, que les autorités eussent pu céder à leurs revendications ? Mais Buffet, le meneur, avait-il même réellement envisagé cette hypothèse ? Rien n'est moins sûr. Ne s'agissait-il pas plutôt pour lui d'un ultime défi lancé à une administration pénitentiaire qu'il abhorrait ?
sorte de tragique fuite en avant de la part d'un être prêt à tout, y compris au pire, pour en finir avec une existence sans intérêt. Car Buffet est à l'évidence guidé par un instinct de mort. D'emblée, il reconnaît du reste avoir tué le malheureux gardien à l'aide d'un poignard fabriqué par un autre détenu qu'il avait acquis contre 30 paquets de cigarettes. Quant à l'infirmière, Buffet confesse lui avoir également asséné un coup à la gorge, mais pas celui ayant provoqué sa mort. A contrario, cela signifie donc que l'acte a été accompli par Bontemps avec le couteau Opinel que celui-ci avait acheté à la cantine de la prison. Or, selon un rapport d'experts, la blessure qui fut fatale à la victime est trop profonde pour avoir été causée par un couteau dont la lame n'excède pas en l'occurrence 10 cm de longueur et se révèle de surcroît très fine et partant fragile. Pourtant, la dite lame est intacte et ne porte aucune trace de sang. Bontemps a-t-il eu le temps de l'essuyer, de la replier et de remettre le couteau dans sa poche où les policiers l'ont ensuite trouvé? Voilà qui est pour le moins douteux, dans la mesure où l'on sait que les victimes ont été assassinées au moment de l'assaut, lequel a été très rapide. Qui plus est, quand bien même Bontemps aurait eu le temps de nettoyer son Opinel, la lame de celui-ci aurait nécessairement laissé dans la rainure des traces de sang, fussent-elles microscopiques. Or, il n'en est rien. Dès lors, il convient de se rendre à l'évidence, Bontemps n'a pas tué l'infirmière. C'est d'ailleurs ce à quoi sont parvenus les experts. En prenant parti de la sorte, ils ont toutefois outrepassé leur mission, celle-ci devant se borner à de simples constats. Pour cette raison, le rapport a été déclaré nul. Il est censé n'avoir jamais existé. Le juge d'instruction ayant ensuite requis les mêmes experts pour établir un autre rapport, leurs conclusions sont étonnamment différentes, laissant cette fois entendre que Bontemps pourrait être l'assassin de l'infirmière. Appelé à la barre, le principal expert le laisse clairement entendre, aux grandes dames des avocats de Bontemps, qui ne peuvent pour autant faire mention du premier rapport, celui-ci n'ayant aucune existence officielle, les jurés ne doivent pas en avoir connaissance. Toutefois, Robert Badinter, en dépit des sanctions disciplinaires qu'il risque, provoque volontairement un grave incident de séance en faisant référence à ce premier rapport, innocentant son client et dont il exige la publication. Finalement, le contenu est révélé aux jurés. Désormais, chacun sait que Bontemps n'a pas frappé à mort l'infirmière. Dans leur plaidoirie, Philippe Lemaire et Robert Badinter s'emploieront une fois encore à le démontrer. Au terme d'une délibération, le jury rend sa décision. La peine capitale est prononcée à l'encontre de Buffet, à la grande satisfaction de l'intéressé qui déclare « c'est très bien ». Quant à Bontemps, à la question de savoir s'il a volontairement donné la mort à l'infirmière, il est répondu non à la majorité des voix. Mais les circonstances atténuantes lui sont refusées. En tant que complice de Buffet et en application du code pénal, il est dès lors également condamné à avoir la tête tranchée. À l'énoncé du verdict, des applaudissements se font entendre dans la salle d'audience, relayés immédiatement par ceux d'une foule haineuse massée autour du palais de justice. Le pourvoi en cassation ayant été rejeté, reste le recours en grâce auprès du président de la République, Georges Pompidou. Les avocats de Bontemps sont relativement confiants. Normalien, agrégé de lettres, auteur d'une remarquable anthologie de la poésie française, le chef de l'État a la réputation d'être un humaniste. On lui prête, qui plus est, une aversion pour la peine de mort. De fait,
Depuis son arrivée à l'Élysée, il a été élu 3 ans plus tôt, en juin 1969, il a gracié systématiquement tous les condamnés à mort sur les dossiers desquels il a eu à se prononcer. Condamnés dont la plupart avaient été reconnus coupables d'homicide. Or, ce n'était pas le cas de Bontemps. En outre, depuis le début de la Ve République, seul un condamné à mort avait vu sa grâce refusée alors qu'il n'avait pas de sang sur les mains. Il s'agit du lieutenant-colonel Bastien Thierry, l'organisateur de l'attentat du Petit Clamart en août 1962 contre le général de Gaulle et son épouse. Mais la comparaison avec Bontemps s'arrête là. Bastien Thierry avait sans conteste voulu tuer le chef de l'État, lequel était sorti miraculeusement indemne du guet-apens tendu par le commando de l'OAS. De surcroît, il s'agissait d'un attentat politique et non d'une affaire de droit commun. Reçus au palais de l'Élysée, Philippe Le Maire et Robert Badinter s'efforcent de convaincre Georges Pompidou durant la demi-heure qui leur est accordée. Au sortir de leur entretien, les deux avocats ont une sensation mitigée. Le président les a écoutés avec une grande attention, mais ils ne sont pas convaincus qu'il les ait réellement entendus. Quelques jours plus tard, ils apprennent que la grâce a été finalement refusée. Le 28 novembre 1972, alors que le jour ne s'est pas encore levé sur Paris, la lame de la guillotine s'abat sur le cou de Roger Bontemps. C'était fini, voilà tout, fini l'affaire Bontemps. Ce sont là les derniers mots écrits par Robert Badinter dans L'exécution, ouvrage publié en 1973, où l'auteur relate cette histoire tragique de bout en bout. Mais cette fin est aussi un commencement pour Robert Badinter. Partisan de l'abolition de la peine de mort, il l'était bien avant l'affaire Bontemps, mais après celle-ci, il devient un militant de cette cause et se promet de défendre tous ceux susceptibles d'encourir un tel châtiment, quand bien même leur crime serait particulièrement atroce. Cette position lui vaudra d'être désigné comme l'avocat des assassins. Il en défendra quelques-uns, dont le plus célèbre est à n'en pas douter Patrick Henry, meurtrier d'un petit garçon de 7 ans, Philippe Bertrand. Crime particulièrement abject, à tel point que le 18 février 1976, au lendemain de l'arrestation de l'assassin, le journaliste Roger Gicquel, en ouverture du journal de 20 heures sur TF1, dont il est le présentateur vedette, aura ce mot célèbre, « La France a peur ». Merci pour cette transition. Donc, Laurence. Non. On est donc maintenant le 30 janvier 1976. Un petit garçon, Philippe Bertrand, 8 ans, est enlevé à la sortie de son école à Troyes. Et une demande de rançon est demandée pour sa libération. Par l'observation des lieux près desquels la rançon devait être déposée, la police va interpeller un homme, Patrick Henry. Il est placé en garde à vue pendant 48 heures, à l'issue desquelles il est relâché, sans inculpation. Il ressort donc libre. Rien n'était alors retenu contre lui. Et puis pendant plusieurs jours, il va faire la une des journaux. On le lit dans la presse, on le voit à la télévision. Il s'affiche avec les journalistes et c'est ainsi qu'il déclare le 14 février, donc presque 15 jours après la disparition, « Moi, je suis pour la peine de mort dans ces cas-là. On n'a pas le droit de s'attaquer à la vie d'un enfant. » 3 jours après, le 17 février, Patrick Henry, qui était toujours surveillé sans le savoir, est de nouveau interpellé dans un hôtel. Sous le lit de la chambre, le corps de Philippe Henry est retrouvé, avec sur le cou des traces de strangulation. Selon les premières constatations médicales, la mort remontait à 8 jours. À la suite de cette arrestation, c'est, écrit Robert Badinter,
un déferlement de haine qui balaya la France. 3 ministres prirent ouvertement la parole. Robert Gallet, ministre de l'Équipement, mais surtout maire de Troyes, là où avaient eu lieu les faits, le ministre de la Justice, Jean Le Canuet, l'un et l'autre appelant à une justice exemplaire, tandis que le ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, plus clairement encore, disait « Si j'étais juré, je me prononcerais pour la peine de mort ». L'opinion publique suivait. Le 30 mars, le journal Le Petit Parisien, qui avait demandé à ses lecteurs de se prononcer, affichait à sa une « 99% des Français sont partisans de la peine de mort ». Alors pour répondre à ce déchaînement de haine, Robert Badinter lui-même avait pris la plume dans le journal Le Monde. Je lis quelques lignes. L'individu, dans ses sociétés et dans ses moments, se sent toujours obscurément menacé. L'existence de la peine de mort, par son horreur, le rassure un peu, car il ressent terrifiante pour les autres, donc protectrice pour lui. En même temps, l'écho roulant de siècle en siècle de l'élémentaire talion résonne encore sourdement en lui. Protection illusoire contre le chant de l'enfant qui a peur dans la nuit. Mais à terreur irraisonnée, remède déraisonnable. Il est grand temps, en tout cas dans un pays doté d'une grande et longue histoire, de prendre enfin conscience que le maintien de la peine de mort n'est rien d'autre que le signe d'une société qui n'arrive pas à maturité et à refuser l'inutile et odieux millénaire sacrifice humain. Durant l'instruction, Philippe Henry s'explique sur les faits. Il voulait obtenir une rançon, il voulait de l'argent, il ne voulait pas faire de mal à cet enfant et il pensait que cette rançon serait payée sans difficulté, sans que les parents n'appellent la police. Ils se connaissaient, ils étaient voisins. Et puis il a pris peur. Il a pris peur quand au journal télévisé du lendemain, il a vu, on parlait de l'enlèvement. Il avait perdu la tête alors que l'enfant dans le studio, au bout de 2 jours, commençait à s'énerver. Parallèlement, les expertises psychiatriques, expertises médico-psychologiques, expertises psychologiques, toutes disaient pas de trouble de la pensée, aucune anomalie mentale, aucun signe de schizophrénie, aucun élément de dimension névrotique, perverse ou psychotique de nature à expliquer sa conduite. 7 expertises au total, toutes parvenaient à la même conclusion, il est normal, entre guillemets. Le procès s'est tenu à la cour d'assises de Troyes, du 18 au 20 janvier 1977. Robert Badinter et Maître Bouquillot, qui étaient l'un et l'autre donc les avocats dans cette affaire, avaient tenté d'obtenir le dépaysement de l'affaire en vain. Alors c'est dans cette même ville, Troyes, dans la même salle d'audience et à la même place que celle qui avait été la sienne 4 ans plus tôt pour le procès Buffet-Bontemps, que Robert Badinter a plaidé. Même lieu, même place, devant le même président d'assises et face au même avocat général. Et Badinter l'écrit, ce procès, ce n'était pas seulement le procès de Patrick Henry. Il fallait que ce procès soit aussi et avant tout le procès de la peine de mort. Il fallait, écrit-il, je cite, faire en sorte que juges et jurés se sentent personnellement responsables du supplice, que la peine de mort leur fit horreur et surtout que cette horreur leur incombe personnellement. Alors quand on lit, et là ce n'est pas le livre L'exécution mais l'abolition de Robert Badinter, quand on lit ce livre, on lit la marque laissée par ce procès Bontemps, alors que Badinter était convaincu que la justice ne pouvait pas condamner à mort celui qui n'avait pas tué. C'était le cas de Bontemps. Évidemment, pas celui de Patrick Henry. Alors pour essayer d'avoir ce procès contre la peine de mort, il décide de faire citer 3 témoins majeurs.
l'abbé Clavier, aumônier de la prison. Il le fait citer pour qu'il raconte dans le détail comment se déroulait alors une exécution en France. Il fait citer aussi Jacques Léoté, professeur des universités et directeur de l'Institut de criminologie de Paris II. Il le fait citer, lui, pour qu'il expose, statistiques à l'appui, que contrairement aux idées reçues, la valeur dissuasive de la peine de mort n'est qu'un mythe et que la criminalité de sang, suit une évolution sans rapport avec la présence ou l'absence de la peine de mort dans la loi. Il fait citer enfin le professeur Wolf pour que lui vienne dire l'impossibilité d'expliquer le passage à l'acte. Je lis encore un extrait du témoignage de ce professeur. L'existence de la peine de mort n'est permise qu'à cause de la méconnaissance de la science. Cette méconnaissance entre en contradiction avec la certitude qu'on attend des juges qu'ils doivent prendre, en leur âme et conscience, la décision irréversible de donner la mort aux condamnés. Tant ma conscience que mon expérience ne peuvent m'amener qu'à refuser une pareille démarche qui relève plus de l'exorcisme que de la justice. À la fin de l'audience, l'avocat général, sans surprise, requit la peine de mort, car, je cite, « Une société n'a pas le droit de se laisser perturber par des êtres dangereux. Elle n'a pas le droit de mettre en danger la vie d'innocentes victimes. Sans haine, sans passion, sans faiblesse, vous appliquerez la loi de votre pays. » Après la plaidoirie de maître Bocton, celle de Robert Badinter. 1h30 de plaidoirie. Et pour cette plaidoirie, il commence par relier les deux procès, celui de Patrick Henry et celui de Buffet et Bontemps. Même lieu, même place, même président, même avocat général. Je le lis. Ici même, l'avocat général avait demandé, avec les mêmes mots, la même peine contre Roger Bontemps. Je me suis battue pendant 4 jours pour que la Cour reconnaisse que Roger Bontemps n'avait tué personne. La Cour l'a reconnu, mais la Cour l'a condamné à mort. Vous êtes seul, car il n'y aura pas de grâce présidentielle. Il n'y aura pas de grâce présidentielle parce qu'on a guillotiné Ranucci pour un autre crime de sang sur un enfant, et il n'a pas été gracié alors même qu'il protestait de son innocence. Vous êtes seul, et quand monsieur l'avocat général demande la peine de mort, c'est à vous, après, qu'il la laissera. Et puis il invite les jurés à s'interroger sur l'exemplarité et l'effet dissuasif de la peine de mort. Est-elle vraiment exemplaire ? Est-elle vraiment dissuasive ? Je lis encore quelques extraits. Monsieur l'avocat général vous a dit que seule la peine de mort pouvait être prononcée pour un crime de cette atrocité car elle seule est exemplaire. Eh bien, il a dit trait pour trait ce que ses prédécesseurs disaient à propos de la torture. À croire que quand on aura liquidé un criminel, on en aura fini avec le crime. Ce n'est pas vrai. On a guillotiné Ranucci. Il y a eu un autre crime de sang dont un enfant a été victime. S'il y a un endroit où on devrait croire en l'exemplarité de la peine, c'est ici, à Troyes, où habitait Patrick Henry, quand Buffet et Bontemps, ici même dans cette cour d'assises, il y a 4 ans, ont été jugés. Patrick Henry se trouvait dans la foule. Au passage du fourgon, il criait avec les autres « À mort, à mort !» Ils ont tous été exécutés à mort. Qu'est-ce que cette exécution ? En quoi cette exécution l'a dissuadé une seule seconde d'agir ? Il y a l'horreur qui nous saisit, et puis cette passion de vengeance naturelle et légitime des parents. Mais les parents de Philippe Bertrand, eux, ne l'ont pas demandé, cette peine de mort. Ce sont les autres, les anonymes, qui la demandent. Dans cette affaire, ce que nous avons, c'est une constitution globale de partie civile, mais la justice, elle, est la proclamation des valeurs d'une société où elle n'est rien. Qu'est-ce qu'une société
qui traîne la guillotine comme un bien de famille. La mort et la souffrance des victimes, ce terrible malheur, exigeraient qu'en contrepartie nécessaire, impérative, une autre mort, une autre souffrance. Ça s'appelle un sacrifice expiatoire. Et il conclut, c'est vous et vous seul qui allez voter. Et votre vote est acquis pour toujours. Et puis il y aura un autre crime affreux. Et puis vous y penserez. Et puis il y aura l'abolition. Et puis un jour, vous direz à vos enfants que vous avez condamné un homme à mort. Et là, vous verrez leur regard. Patrick Henry a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. 2 jours après, un sondage dans l'opinion publique montrait que 83% des personnes interrogées se montraient toujours favorables à la peine de mort. Merci pour avoir restitué donc ces 2 affaires auprès de Robert Badinter. Alors nous allons glisser maintenant vers une autre stature, une autre posture de Robert Badinter, peut-être un petit peu plus rapidement si on veut tenir les temps et puis avoir un échange, autour de Robert Badinter, donc garde des Sceaux. Alors peut-être juste une précision, donc Robert Badinter rencontre François Mitterrand dès l'année 1954. L'année suivante, il commence déjà à rédiger des notes de réflexion pour François Mitterrand, ce qui fait que à ce moment-là, donc en 1981, au moment de l'élection de François Mitterrand, donc peu de temps après, Robert Badinter est nommé donc garde des Sceaux, mais il y avait déjà quelques signes un petit peu donc avant-coureurs, puisque en mai 1981, François Mitterrand va gracier Philippe Meurice, qui a été en France le dernier condamné à mort. Voilà. Et donc après, les différents éléments vont se mettre en place. Et je donne tout de suite la parole maintenant donc à Laurence pour évoquer donc l'abolition, même si déjà tout à l'heure, on a bien compris quel était le chemin qui était parcouru. Je vais continuer, puisqu'on parle de l'engagement de Robert Badinter, à lire un peu Robert Badinter, toujours dans l'abolition, au début de son ouvrage. Il écrit en parlant toujours et en pensant toujours en fait à l'affaire Bontemps. Et il écrit ceci: « Je savais à présent que la justice pouvait tuer même ceux qui n'avaient pas tué. Je l'avais vu à l'œuvre, j'avais été incapable de l'empêcher. Et dorénavant, je savais que, aussi longtemps que la peine de mort ne serait pas abolie, je la combattrais de toutes mes forces. » Ça a été effectivement son combat, l'un de ses combats, pas le seul, j'y reviendrai, à la suite de l'élection et de la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle, puis les élections législatives qui avaient suivi. C'était à la suite de ces 2 élections que Badinter est donc nommé ministre de la Justice le 23 juin 1981. Et le débat sur l'abolition de la peine de mort est le premier débat qui est programmé à l'Assemblée nationale, à peine 3 mois après, puisque les débats ont eu lieu à l'Assemblée nationale les 17 et 18 septembre. Le matin même du 17 septembre, Le Figaro, une fois encore, publiait un sondage, alors pas Le Figaro, lui, une fois encore, mais la presse, une fois encore, publiait un sondage annonçant que 62% des personnes interrogées se déclaraient pour la peine de mort. Le 18 septembre, donc après 2 jours de débat, les résultats du vote étaient annoncés. Et donc sur 486 suffrages exprimés, 363 voix s'étaient prononcées en faveur de l'adoption de la loi, donc contre la peine de mort, contre 17 qui souhaitaient plutôt son maintien. Après l'Assemblée nationale, le Sénat, 3 jours de débat au Sénat, les 28, 29 et 30 septembre, et là, le texte était adopté par 160 voix contre 126. On était le 30 septembre 1980 et la loi a été promulguée le 9 octobre 1981. Je suis sûre que c'est une date dont vous vous souvenez. Cette loi, elle comprend 9 articles,
Si on avait des lois aujourd'hui avec seulement 9 articles, on serait content. Article 1er de la loi, la peine de mort est abolie. C'est d'une clarté. Article 3. Dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, eh bien, la référence à cette peine est remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité ou la détention criminelle à perpétuité, suivant la nature des crimes concernés. Et enfin, l'article 9, je saute les autres volontairement, article 9, les condamnations à la peine de mort prononcées après le 1er novembre 1980 sont converties de plein droit en réclusion criminelle ou en détention criminelle à perpétuité. La loi a donc été votée très vite après l'élection de François Mitterrand. Quelques mots sur le contexte. Le contexte, je retiens 3 éléments. Premier élément, et je viens finalement déjà de le dire, c'est une opinion publique qui demeurait très majoritairement favorable à la peine de mort. Je rappelle, c'était 63% au moment même où les débats à l'Assemblée nationale commençaient. Deuxième élément de contexte, c'est la classe politique qui était très divisée sur le sujet. La campagne aux élections présidentielles l'avait montré. On avait 4 candidats principaux, sans offense pour les autres évidemment. Georges Marchais, pour le Parti communiste, qui s'était lui clairement prononcé, déclaré favorable à la suppression de la peine de mort. Valéry Giscard d'Estaing, qui s'était tout aussi clairement prononcé, mais à l'inverse, et donc pour le maintien de la peine capitale. Jacques Chirac, qui lui appelait à un grand débat national, invitant à l'organisation d'un référendum. On comprend, il ne disait rien, mais en même temps, tout était parfaitement dit. Et puis, Mitterrand, qui s'était prononcé en faveur de la suppression. Donc, une opinion publique favorable à la peine de mort, une classe politique divisée, et puis une justice qui prononçait toujours, beaucoup, je trouve, la peine de mort. Alors, j'ai pas le temps de retracer toutes les affaires, mais il y a quelques noms qui vous diront peut-être quelque chose. Et parmi les derniers exécutés, Christian Ranucci, Jérôme Carin, et puis le dernier, Hamida Djandoubi. Là, on était en 1977, mais la peine de mort a été prononcée bien longtemps après, et même une fois que François Mitterrand ait été élu, puisqu'il y a eu 4 condamnations, 4 condamnations par 3 cours d'assises différentes, 4 condamnations encore à mort après le 10 mai 1981. On était donc dans un contexte qui paraissait plutôt assez défavorable, avec néanmoins quand même des prises de position, et notamment d'instances, d'institutions morales, laïques ou religieuses, qui, elles, étaient clairement, et l'affichaient très, très distinctement en faveur de l'abolition. Je pense à Amnesty International, je pense à la Ligue des droits de l'homme, au syndicat des avocats de France, au syndicat de la magistrature. Il y avait quand même un soutien en sa faveur. Alors pour Badinter, il y avait une vraie urgence à agir. Je vous ai dit tout à l'heure, tout a été très très vite, mais c'était voulu. Cette urgence était importante pour 2 raisons. La première, et on le sait bien, c'est toujours vrai, le temps de grâce pour les politiques se passe souvent très vite après les élections. Il y a toujours, on nous dit, il faut agir dans les 100 jours parce qu'après c'est trop tard. Donc là, Badinter était bien conscient de cela. Et puis aussi parce que depuis l'élection, il y avait donc eu, je viens de le préciser, 4 condamnations à des peines de mort qui avaient été prononcées, et Badinter, il voyait là une espèce d'indifférence de la part des jurés vis-à-vis de la peine de mort, parce que ces jurés savaient, et effectivement ça avait été le cas, que Mitterrand de toute façon gracierait ces personnes. Donc il considérait que les jurés n'avaient plus tout à fait conscience ou ne prenaient plus la mesure exacte de l'importance en conscience de cette peine, tout en se disant que politiquement la situation pouvait être potentiellement dangereuse, car il était
il aurait alors été aisé pour les adversaires de l'abolition d'utiliser ou de faire valoir ces condamnations pour dire, vous voyez, l'expression de la volonté populaire, c'est bien que la peine de mort soit maintenue, puisqu'il continue à la prononcer. Il fallait donc, pour Badinter, aller vite en ce sens-là. Et puis, pour Badinter, il y avait aussi un autre impératif, c'était celui de faire voter un texte qui abolisse la peine de mort sans que ce texte ne prévoie parallèlement ou en complément une peine de substitution. Il voulait accomplir, et tu en as parlé tout à l'heure Frédéric, il voulait accomplir le vœu formulé par Victor Hugo en 1848, je cite, « L'abolition doit être pure, simple et définitive ». Et Robert Badinter, dans l'abolition, d'écrire, je cite, « La peine de mort était un supplice. On ne remplace pas un supplice par un autre, on le supprime purement et simplement. La peine la plus grave prévue dans le code pénal après la peine de mort, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Dans tous les articles où figure la peine de mort, eh bien, elle sera remplacée par la réclusion à perpétuité. C'est aussi simple que ça. » Le Sénat avait bien essayé, pendant les débats, de n'accepter qu'une abolition partielle en demandant que la peine de mort soit conservée dans certains cas. Et les cas envisagés, c'était les cas d'assassinat ou de meurtre d'un agent de la force publique ou assassinat de mineurs après un enlèvement. On voit bien, ça fait écho aux affaires pour lesquelles la peine de mort avait notamment été prononcée. Et Badinter avait tenu la rampe, avait tenu sa ligne et répliquant toujours qu'il n'était pas question de n'avoir qu'une abolition partielle. Là encore, je le cite, « L'abolition est un choix moral et on ne peut concevoir une abolition partielle fondée sur des distinctions abstraites entre des catégories de personnes dont nul ne sait à l'avance définir l'intensité des souffrances. » Alors, à la suite de ce vote, je vous en ai précisé les termes tout à l'heure, il fallait pour Badinter obtenir absolument la ratification du 6e protocole annexe à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protocole additionnel qui avait été adopté par le Conseil de l'Europe en 1983 parce qu'il y voyait là un moyen de s'assurer que jamais marche arrière serait faite et que la peine de mort pourrait être de nouveau instituée en France. Ce 6e protocole, c'est le premier instrument juridique contraignant qui prévoyait une abolition inconditionnelle, une abolition inconditionnelle de la peine de mort en temps de paix. Alors la France avait signé ce protocole en 1984, mais il ne suffit pas de signer, il faut ratifier. Et cette ratification, elle a été faite le 31 décembre 1985, non sans peine, notamment au Sénat qui s'y refusait, mais grâce à l'Assemblée nationale, la ratification a pu avoir lieu. 6e protocole, pas de peine de mort en temps de paix. Et puis depuis, et en 2007, il y a eu la ratification du 13e protocole qui là prévoit l'interdiction de la peine de mort en toutes circonstances et non plus seulement en temps de paix. Donc voilà très rapidement, j'y vais à grands traits là quand même, mais bon, très rapidement ce qui me paraissait important de vous dire sur l'abolition de la peine de mort et ce combat de Badinter. Alors Badinter, c'est aussi bien d'autres combats. J'ai encore du temps ou pas? Non. 1 minute ou 2. Alors, Badinter, peut-être vous connaissez tous la loi Badinter, ce qu'on appelle la loi Badinter. C'est la loi sur les accidents de la circulation, qui permet une loi du 5 juillet 1985. Donc, elle est connue souvent parce que justement, elle porte son nom. Mais Badinter, c'est bien d'autres lois que celle-là. C'est une loi de 1981 qui a permis à ce que chaque citoyen puisse saisir la Cour européenne des droits de l'homme
s'il se considère comme étant victime d'une violation de cette convention, d'une violation de ses droits fondamentaux. Alors c'est la loi, c'est cette loi-là qui a permis que la France évolue sur les règles en matière d'écoute téléphonique, sur la présence de l'avocat en garde à vue, sur les conditions de détention. Donc c'était une loi importante, cette ouverture du recours. Badinter, c'est aussi la loi qui a supprimé les tribunaux militaires. Badinter, c'est aussi la loi qui a supprimé le délit réprimant l'homosexualité. Badinter, c'est encore la loi qui a permis, on est en 85 là, l'enregistrement sonore et audiovisuel des débats en justice qui présentent un intérêt historique ou documentaire. Badinter, presque fini. C'est la loi qui a prévu les règles sur l'indemnisation des victimes via les commissions d'indemnisation quand les auteurs sont insolvables. Et puis Badinter, et même si Didier l'a dit tout à l'heure, c'était pas un pénaliste au départ, un avocat pénaliste, il a été quelqu'un qui a été très sensible à la condition des détenus. Et il a beaucoup fait pour les détenus. C'est à Badinter que l'on doit de faire que la prison soit un lieu un peu, je vais le dire, un peu moins irrespectueux de la dignité des détenus. C'est grâce à lui que il n'y a plus la lumière qui s'éteint à 18h. C'est grâce à lui que les détenus ne portent plus d'uniforme, qu'ils ont droit de téléphoner, de correspondre, d'avoir des parloirs sans vitres, de décorer, de personnaliser leurs cellules. C'est à lui aussi que l'on doit que la prison soit un temps carcéral utile, avec des soins possibles, des activités culturelles en détention, etc., etc. Et puis, et c'est à lui aussi que l'on doit le début des peines alternatives à la prison. Améliorer les conditions carcérales, c'était une chose, mais faire en sorte que la peine de prison soit moins souvent prononcée. Il était très inquiet de la surpopulation carcérale, et ça n'a pas évolué malheureusement depuis, mais c'est à lui, et c'est mon dernier mot, que l'on doit la peine de travail d'intérêt général, donc une peine de milieu ouvert. Merci pour ce rappel de l'œuvre de Robert Badinter qu'on limite souvent effectivement donc à l'abolition de la peine de mort. Il ne faut pas oublier non plus que si aujourd'hui la personnalité de Robert Badinter est relativement consensuelle, ça n'a pas été le cas lorsqu'il était donc à la tête de la chancellerie, au point que parfois avec son sens de l'humour, il disait que s'il y avait des pourcentages négatifs, eh bien lui-même sans doute en ferait partie. Alors maintenant, troisième tour d'horizon, peut-être un petit peu plus rapidement Didier, même si tu peux, comment dirais-je, sacrifier une partie de ton propos, mais qu'aura l'occasion de revenir. Mais si je connais bien ton sens du sacrifice. Et donc, nous passons maintenant donc à la figure de Robert Badinter, intellectuel, qui a côtoyé aussi toutes sortes de personnalités, notamment un séminaire qu'on avait surnommé le séminaire Badinter avec Michel Perrault, pour essayer donc d'éclairer un petit peu la genèse de la prison républicaine. En 1988, Elisabeth et Robert Badinter publient un ouvrage dont l'intitulé est révélateur de la démarche des auteurs. Condorcet, un intellectuel en politique. Ce faisant, les Badinter ont en effet sciemment commis une sorte d'anachronisme, car le mot intellectuel, en tant que substantif, est apparu dans la langue française au moment de l'affaire Dreyfus, soit un siècle après la mort de Condorcet. Pour autant, l'utilisation de ce vocable décrit parfaitement le héros de cette monographie que nous ne saurions ici relater en détail. L'objet de notre propos sera beaucoup plus modeste, d'autant que nous n'avons pas l'intention de nous livrer en quelques minutes, assez peu d'ailleurs, à une sorte de résumé d'un livre de 700 pages. L'exercice ne serait peut-être pas sans intérêt, mais il risque néanmoins de se révéler assez superficiel. Aussi, avons-nous décidé, non sans quelque arbitraire, nous le confessons sans détour, de nous concentrer sur quelques aspects de la vie de Condorcet.
Pour ce faire, outre l'ouvrage proprement dit, nous nous sommes servis d'un article écrit par Madame Violaine Houdard-Méraud, professeure de littérature française à l'université de Cergy-Pontoise, dont le titre « Couple en miroir » apparaît a priori quelque peu énigmatique, d'autant que le terme « couple » est écrit au pluriel. Car notre collègue s'intéresse plus particulièrement au fait que Élisabeth et Robert Badinter mettent notamment en exergue la relation entre Condorcet et son épouse, Sophie de Grouchy, qu'il rencontre au début de l'été 1786. Alors âgé de 42 ans, Condorcet jouit déjà depuis longtemps d'une aura considérable dans les milieux éclairés. Doté d'une intelligence exceptionnelle, ce génie des mathématiques est secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences. Il a également contribué à l'encyclopédie de d'Alembert, dont il sera l'exécuteur testamentaire. Au début du règne de Louis XVI, Turgot, dont il partage les idées physiographiques et le libéralisme économique, en a fait son conseiller technique et scientifique au contrôle général des finances. Condorcet s'engage résolument aux côtés de son mentor, dont il soutient par son action et ses écrits l'ambitieuse politique de réforme. En 1775, le ministre le fait nommer inspecteur général de la monnaie. Condorcet publiera quelque temps après la mort de Turgot, survenue en 1782, une biographie où il fait sienne les idées du défunt en faveur d'une monarchie constitutionnelle. Condorcet est également l'auteur d'une vie de Voltaire, dont il fut proche et dont il partageait l'indignation face aux erreurs judiciaires. Or, c'est indirectement par l'une d'elles qu'il fait la connaissance de la femme de sa vie. En effet, en octobre 1785, le Parlement de Paris, la plus haute juridiction du royaume, condamne à être roués vifs 3 paysans accusés de vol avec violence. Dupaty, président du Parlement de Bordeaux, ayant appris les irrégularités de cette procédure, fait intervenir le garde des Sceaux pour suspendre l'exécution. Étudiant de plus près le dossier, le magistrat se rend compte que les 3 accusés sont en réalité innocents. Il fait alors paraître un mémoire justificatif pour le démontrer, dans lequel il appelle de ses vœux à une refonte de l'ordonnance criminelle de 1670. L'ouvrage a un retentissement considérable et s'attire les foudres du Parlement de Paris, qui en ordonne la lacération et le brûlement. En revanche, Dupaty reçoit le soutien sans faille de plusieurs personnalités, dont la plus active est Condorcet, qui se passionne pour cette affaire des 3 roués, dont il contribuera à faire reconnaître l'innocence et la libération en 1787. Entre-temps, Dupaty et Condorcet se sont liés d'une étroite amitié, et c'est ainsi que le premier présente au second sa jeune nièce, Sophie de Grouchy, pour laquelle notre savant épris de justice a un véritable coup de foudre. Âgée de 22 printemps, celle-ci sort juste d'un couvent où elle était entrée 20 mois plus tôt pour y parfaire son éducation. Elle avait alors, selon les Badinter, je cite, « toutes les vertus d'une jeune fille naïve et croyante ». Mais les auteurs ajoutent aussitôt qu'au moment où elle quitte ce vénérable établissement, elle est devenue philosophe et radicalement athée. Comme son oncle Dupaty, elle est désormais pleinement acquise aux idées nouvelles, ce qui n'est évidemment pas pour déplaire à un Condorcet transi d'amour pour la belle Sophie. De son côté, celle-ci est séduite par ce bel esprit. Ils se marient à la fin de l'année 1786. Madame de Condorcet tient alors un salon fréquenté par le gratin des philosophes et savants de l'époque. On y rencontre aussi bien des idéologues comme Cabanis et Constant, des écrivains comme Chamfort, Chénier ou Beaumarchais, mais aussi des étrangers, à l'instar de l'économiste anglais Adam Smith ou du penseur Thomas Paine. Il est d'ailleurs à noter que la marquise de Condorcet traduira les ouvrages de ces 2 derniers, dont les idées inspireront les écrits de son mari, en particulier le projet de constitution influencé par l'œuvre de Paine. Quoi qu'il en soit, ce sont surtout dans les prises de position féministes de Condorcet où ses biographes voient le rôle essentiel joué par sa femme. De fait, sur ce point,
leur héros se singularise assurément car il est le seul, écrivent-ils, à s'indigner de voir les femmes traitées en mineurs politiques. Ainsi, dès le début de la Révolution, dénonce-t-il les hommes, y compris les plus éclairés, ayant, écrit-il, violé le principe de l'égalité des droits en privant tranquillement la moitié du genre humain de celui de concourir à la formation des lois. Le couple Condorcet ne pouvait que fasciner le couple Badinter. Cette biographie est aussi à l'origine d'un autre livre de Robert Badinter, Libres et égaux, l'émancipation des Juifs, 1789-1791. En effet, dans l'avant-propos de cet ouvrage, publié en 1989 chez Fayard, l'auteur confie qu'il n'avait pas a priori de prédisposition particulière pour s'intéresser à un tel thème. Jusqu'au jour, observe-t-il, où, suivant pas à pas Condorcet, je rencontrais la délégation des Juifs de Paris, conduite par maître Godard, venant demander en janvier 1790 à la Commune de Paris de soutenir leur cause auprès de l'Assemblée nationale. Et de constater, il y avait donc eu sous la Révolution, au sujet de la citoyenneté des Juifs, discussion, résistance et bataille politique. Voilà de quoi piquer la curiosité de Robert Badinter, lequel s'attelle à la tâche. Ce faisant, il est d'emblée frappé par le contraste entre, d'une part, l'importance historique de cette émancipation pour la communauté juive, tant en France que dans le monde. C'est en effet la première fois qu'un État reconnaît aux Juifs les mêmes droits civils et politiques qu'à tous ses autres ressortissants, et d'autre part, la brièveté des débats qui y sont consacrés au sein de l'Assemblée constituante. Moins de 4 heures en 2 ans et demi d'existence. Les régnicoles de confession israélite sont, il est vrai, peu nombreux en France à la fin du XVIIIe siècle, 40 000 environ, répartis très inégalement sur le territoire. Plus de la moitié résident dans l'Est, où leurs conditions de vie sont souvent misérables, alors que leurs coreligionnaires du Sud-Ouest sont au contraire beaucoup mieux intégrés, tant socialement que sur le plan économique, certains ayant même amassé de grandes fortunes. Pour autant, tous sont victimes, peu ou prou, de préjugés antisémites, accablant volontiers les membres de ce peuple réputé déicide, accusés de pratiquer l'usure sans vergogne au détriment des petites gens. Ainsi, plusieurs députés de l'Alsace mettent-ils en garde la représentation nationale. La haine des Juifs est telle en cette province que leur accorder le droit de cité ne manquerait pas de provoquer de violents affrontements. De leur côté, de nombreux Juifs, s'ils aspirent à l'émancipation, ne souhaitent cependant pas nécessairement l'intégration complète dans la société, préférant au contraire conserver leur spécificité. Attitude contraire à l'individualisme et à la sécularisation qu'entendent promouvoir la majorité des constituants. Dans cette optique, tous les Français sont égaux devant la loi. C'est cette généralisation qui l'emporte en faisant des Juifs des citoyens comme les autres, des êtres libres et égaux. Ce principe, hérité de la Révolution, sera néanmoins remis en cause sous l'occupation, comme l'atteste le livre de Robert Badinter, Un antisémitisme ordinaire, Vichy et les avocats, 1940-1944. L'auteur y évoque les mesures prises à l'encontre des avocats juifs du barreau de Paris, institution dont les valeurs étaient a priori aux antipodes de l'idéologie raciale et de la législation d'exclusion promue par l'État français. Au contraire, le barreau semblait enraciné dans le régime républicain, note Robert Badinter. Pourtant, la politique antisémite y fut non seulement mise en œuvre sans soulever la moindre réprobation, mais de surcroît fut souvent bien accueillie par la profession où régnait déjà avant-guerre un antisémitisme larvé. Robert Badinter observe à ce sujet que si les avocats juifs jouissaient au sein du barreau des mêmes droits que leurs confrères, un subtil système de sélection
et d'exclusion leur barrait la voie des honneurs et des responsabilités professionnelles. Il en allait ainsi dès l'orée de leur carrière, ajoute-t-il. En effet, parmi les secrétaires de la conférence de stage, pépinière qui regroupe les jeunes talents, le nombre de juifs est drastiquement limité par l'usage. Quant aux sphères dirigeantes, les Israélites n'y accèdent pas. En 1939, pas un seul n'est présent parmi les 25 élus du Conseil de l'Ordre, dont plusieurs membres sont en revanche notoirement antisémites, à l'image de Xavier Vallat, que Vichy placera un peu plus tard à la tête du commissariat aux affaires juives. Autre signe révélateur, aucun juif n'a jamais accédé aux prestigieuses fonctions de bâtonnier. Aussi, une large part de la profession accueille-t-elle avec faveur la loi de Vichy du 10 septembre 1940, interdisant l'exercice de la profession à quiconque, je cite, « ne possède pas la nationalité française à titre originaire comme étant né d'un père français ». Cette mesure, xénophobe, si elle ne vise pas expressément les juifs ès qualité, les frappe en réalité durement, car beaucoup d'entre eux ont des parents immigrés, souvent originaires d'Europe orientale, où ils faisaient l'objet de persécutions. Ceux-ci s'étaient installés en notre pays en quête d'une vie meilleure. Moins d'un mois après cette loi, Vichy promulgue le premier statut des Juifs, celui du 3 octobre 1940. Si ce texte exclut les intéressés de la fonction publique et d'autres professions, celle d'avocat leur reste accessible, à moins, précise le texte, que des règlements d'administration publique n'aient fixé pour eux une proportion déterminée. C'était l'annonce d'un numerus clausus qui sera mis en place avec le second statut des Juifs en juin 1941. Numerus clausus établi en l'occurrence à 2%. Le barreau comptant approximativement 2500 avocats, seuls 50 des 250 juifs qui étaient inscrits pouvaient continuer à exercer. Le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris, observe Robert Badinter, n'émit aucune protestation publique, pas même une motion de principe destinée à prendre date pour l'avenir et dénonçant cette discrimination raciste sans précédent dans l'histoire du barreau français. Sur ce point, le contraste est saisissant avec la Belgique. Le 28 octobre 1940, l'occupant nazi y publie une ordonnance définissant la notion de juif selon la loi allemande, prescrivant l'enregistrement des juifs et ordonnant leur exclusion de certaines professions, notamment la magistrature et le barreau. Quelques jours plus tard, les chefs de la Cour de cassation belge, le premier président et le procureur général, ainsi que le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bruxelles, font part de leur très vif émoi. Rien de tel en France. Robert Badinter l'explique par le fait que dans notre pays, les mesures antisémites ne provenaient pas des Allemands, mais des autorités françaises elles-mêmes, agissant au nom d'un maréchal de France auréolé d'un glorieux passé militaire. Cet antisémitisme, il est aussi très présent dans l'ouvrage sans doute le plus personnel de Robert Badinter, le plus émouvant aussi. Je veux bien sûr parler de celui sur sa grand-mère maternelle, Idis. L'auteur écrit que ce livre ne prétend pas être une biographie ni une étude de la condition des émigrés juifs de l'Empire russe venus à Paris avant 1914. C'est tout de même un peu de cela qu'il s'agit. Né en Bessarabie, alors sous la domination des tsars, Idis est une enfant du Yiddishland, ce vaste territoire où sont alors installées les communautés juives d'Europe centrale et orientale et qui parlent précisément le yiddish, cet idiome vernaculaire dérivant du haut-allemand avec des emprunts faits à l'hébreu et aux langues slaves. Idis vit dans un shtetl, l'un de ces nombreux villages juifs de l'immense empire tsariste, théâtre de terrifiants pogroms comme ceux de Kitchinev, la capitale de la Bessarabie, en 1903 et 1905. Cette terre de sang et de misère, Idis et son mari Choulim la quittent au début du XXe siècle.
Avec leur petite-fille, Chifra, la future mère de Robert Badinter, la famille s'installe à Paris, où leurs 2 fils, Avrom et Naftoul, les avaient déjà précédés. En juin 1920, Idis et ses enfants sont une première fois frappés par le malheur. Choulim meurt à 56 ans des suites d'un cancer à l'estomac. Outre le chagrin, son décès plonge les siens dans le plus grand dénuement. Mais Idis fait face, comme toujours, au demeurant. Sa fille, la petite Chifra, qui a désormais pour prénom Charlotte, a également hérité de la détermination maternelle. En outre, elle a fait la connaissance depuis peu d'un jeune homme issu lui aussi d'une famille juive de Bessarabie, Simon Badinter. Ils se marient en juin 1923. De cette union naissent 2 fils, d'abord Claude en 1925 et Robert en 1928. Entre-temps, les Badinter ont obtenu la nationalité française. Simon, qui se livre au commerce des fourrures, fait de bonnes affaires et est bientôt en mesure d'offrir une vie confortable à sa femme et ses 2 enfants, ainsi qu'à sa belle-mère vivant avec eux. La famille goûte à un véritable bonheur. Idis est fière de la réussite sociale de son gendre et de sa fille. Elle l'est tout autant des excellents résultats scolaires de ses 2 petits-fils. Cette femme analphabète, qui ne parviendra jamais à se défaire de son accent russe, matiné de yiddish, était immensément reconnaissante à son pays d'adoption de l'éducation qu'il offrait aux siens. Ce bonheur prend cependant fin brutalement avec la défaite de 1940. L'impensable s'est produit. La France est désormais sous la botte nazie. Simon Badinter, spolié de son commerce par les mesures de Vichy sur l'arianisation des entreprises, se réfugie à Lyon avec son fils aîné. Son épouse lui promet de le rejoindre au plus vite avec Robert, mais pour l'heure, elle préfère rester à Paris au chevet de sa mère qui se meurt. Idis s'éteint en effet au printemps 1942. Elle sera enterrée en catimini auprès de son époux. C'était le temps du malheur, conclut Robert Badinter. De fait, quelque temps plus tard, son père sera arrêté et déporté. Son oncle maternel, Naftoul, le second fils d'Idis, subira le même sort. L'un et l'autre ne reviendront pas des camps. Quant à son autre grand-mère, elle sera également appréhendée. Grabataire, elle sera transportée sur un brancard et succombera dans le train, la conduisant vers Auschwitz. Merci. Alors, il nous reste un petit quart d'heure à peu près donc pour échanger. Si vous avez des questions, encore une fois, il a été impossible de retracer donc l'ensemble des actions et de l'œuvre de Robert Badinter. Je rappellerai simplement qu'il est à l'origine, par exemple, du premier service d'aide aux victimes. Et en 1993, il avait écrit un article qui reste encore d'une actualité brûlante, à la fois aux États-Unis et en France, sur la notion de pouvoir et contre-pouvoir que l'on peut relire ligne en main et crayon de papier à l'aide. Alors voilà, donc la parole est à vous. Questions, donc interrogations. Je crois que les micros sont là à disposition et qu'ils circulent. Voilà, il suffit que vous manifestiez et vous avez la parole. C'est juste une petite information que j'ai découvert par hasard dans le livre du fils de Pompidou. Et il y a 10 lignes sur la rencontre entre Pompidou et les avocats dont vous avez parlé pour demander la grâce de Patrick Henry. Et c'est pas très très gentil pour Badinter. Oui, on attend la suite. Il y a eu tellement d'hommages sur Badinter à sa mort que je signale cette petite nuance. Pompidou ayant confié à son fils que Badinter ne paraissait pas très très soucieux du sort de Buffet, qui pourtant lui allait subir la peine de mort. Et je crois qu'ils ne s'aimaient pas beaucoup, c'est tout.
Autre question, précision, témoignage? C'est pas vraiment une question, mais c'est par rapport au sujet, donc l'engagement. Donc merci pour tout ce que vous avez pu nous faire partager sur Robert Badinter. La question que je me pose, moi je suis née dans les années 70. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, il y aurait encore un avocat qui serait dans cette notion d'engagement, qui peut-être pour plus tard serait une sorte de sentinelle? En gros, est-ce que dans la génération d'aujourd'hui, il y a un nouveau Badinter? Et est-ce que ça, c'est possible aussi, politiquement? Alors, je crois que mes collègues juristes ont très envie de répondre, donc je vais leur céder la parole. Je vais tenter de commencer, je laisserai Laurence compléter. En fait, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Je pense que Robert Badinter est unique en son genre, si je puis dire, dans la mesure où la période qu'il a vécue est très différente de la nôtre aujourd'hui, à certains égards, en ce qui concerne en tout cas la peine de mort, puisque personne ne reviendra sur l'abolition de la peine de mort, c'est là une évidence. Maintenant, est-ce qu'il y a parmi les avocats actuels des personnalités qui ont, je dirais, la volonté, l'engagement de Robert Badinter? Je ne saurais vous le dire parce que je ne connais pas assez le milieu. Il y en avait un mais il est décédé peu de temps après Robert Badinter. C'était Henri Leclerc. Il est décédé, c'est de la même génération, Henri Leclerc et Robert Badinter. Mais aujourd'hui, il y en a sans doute, mais je n'ai pas de noms comme ça qui me viennent spontanément à l'esprit. Laurence, tu as la parole. Je n'ai pas très envie de la prendre. Non, mais je pensais moi aussi à Henri Leclerc, évidemment, qui est décédé il n'y a pas très très longtemps. En fait, moi, je pense que la notoriété ou la renommée d'un avocat, elle est plutôt sur la fin de sa carrière, par l'addition des procès dans lesquels sa parole a marqué. Et donc, des jeunes avocats aujourd'hui, il y en aura certainement. Bon, franchement, là, je ne sais pas. Je sèche, pour tout vous dire. Peut-être on peut demander aux juristes qui sont dans la salle, est-ce qu'ils auraient des idées? Il y a des juristes, pénalistes dans la salle. Non, mais si on voulait peut-être essayer de répondre en usant d'une pirouette, on pourrait dire que sur certains combats donc particuliers, comme par exemple la lutte contre les violences faites aux femmes, voilà, là il y a un certain nombre d'avocates qui se sont manifestées, qui se font combattre et qui mènent toutes leurs actions. Ou plus récemment encore en Bretagne, le scandale des algues vertes. Si effectivement donc il n'y avait pas eu des avocats ou des avocates qui s'étaient mobilisés, bon, l'affaire serait sans doute restée un petit peu, pour parler familièrement, donc sous les radars. Mais la différence peut-être effectivement par rapport à Robert Badinter, c'est que la période est différente et qu'aujourd'hui on assiste aussi, si je peux dire, à une sorte de morcellement. Et puis malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il y a tellement de combats à mener que de toute façon, donc il n'y a pas peut-être pour l'instant une grande figure émergente qui serait présente sur différents combats. C'est-à-dire que sur les violences faites aux femmes, on a tout de suite 4-5 noms qui viennent à l'esprit. Sur les luttes contre les violences faites à enfants, là aussi on a 1 ou 2 noms qui transparaissent. Mais je ne crois pas qu'on ait donc l'équivalent d'une sorte de personnage entre guillemets qui permet de fédérer un petit peu comme ça donc les différents combats et qui puisse avoir cette lisibilité. D'un autre côté, il y a eu un travail relativement récent qui a été fait sur les avocats au cours de la période de l'entre-deux-guerres et qui montre bien aussi que la notoriété des avocats, c'est aussi une construction médiatique. Et donc dans cet ouvrage, on voit que par exemple, il y a tel avocat parisien qui était porté donc au Pinacle et puis qui va faire une tournée en province avec les
désagréments que l'expression peut vouloir en disant, bon voilà, il n'arrive pas à rencontrer donc le succès, mais on a aussi une construction médiatique, c'est-à-dire que si les médias, quels que le soient, ne mettent pas en avant, par exemple, l'engagement de tel ou tel avocat, à ce moment-là, il a beau être brillantissime, eh bien son combat restera donc un petit peu souterrain et puis méconnu. Alors, ça marche? Oui, ça marche. Pour aller dans le même sens, j'avais souvenir que Robert Badinter n'avait pas été le premier ministre de la Justice sous Mitterrand. Donc, j'ai vérifié pour être sûr de moi, c'était le deuxième. Hein, c'était Maurice Faure, enfin, d'après ce que j'ai lu, c'était Maurice Faure qui est resté très peu de temps. Mais justement, je voulais savoir, est-ce que dans ces années-là, Robert Badinter n'était pas encore suffisamment connu ou apprécié pour qu'il soit nommé directement par François Mitterrand, qui le connaissait bien? Est-ce qu'on a des explications là-dessus? Merci. L'explication est politique. C'est que Maurice Faure était une personnalité. Alors aujourd'hui, je pense que dans la salle, pas grand monde ne connaît Maurice Faure. Mais dans la gauche, au début des années 80, Maurice Faure, c'était une personnalité importante. Et François Mitterrand, dont on sait qu'il était un très fin politique, pour des questions d'équilibre, en fait, avait, dans un premier temps, parce qu'il le lui avait promis, plus ou moins, nommé Maurice Faure. En tout cas, c'est ce qui est indiqué dans la biographie sur Robert Badinter de Dominique Missika et Maurice Safran. Voilà. Mais en fait, Maurice Faure s'est très vite, semble-t-il, assez désintéressé de la fonction pour laquelle il n'était pas véritablement fait. Et je pense qu'il a abandonné sans chagrin excessif la chancellerie. Mais en fait, ouais. Et puis, en fait, c'est ça. Il est resté un mois, en réalité, simplement, entre l'élection présidentielle et l'élection parlementaire, enfin, juste après. Et alors, ce que j'ai lu, moi, sur la question, c'est que Maurice Faure avait très clairement dit à Mitterrand, qui manifestement soutenait très clairement le projet d'abolition de la peine de mort, que lui, il voulait pas, enfin, qu'il se sentait pas les épaules de faire ça. Et donc, ce pourquoi Mitterrand avait été vers Badinter, qui se connaissait bien, déjà. Mais voilà ce que j'ai lu, moi. Alors, bon, voilà. Il est encore possible de prendre une dernière question? Oui, la toute dernière à la dame, là. Merci. Est-ce qu'on peut élargir en dehors de la France et est-ce que vous pouvez nous dire où en est la peine de mort dans le monde? Alors, en Europe, Conseil de l'Europe, il ne faut pas que je dise de bêtises, les 47 États ont signé et ratifié. Ouais, le 6e protocole dont je parlais, c'est-à-dire l'interdiction de la peine de mort en temps de paix. Et sur le 13e protocole additionnel, en revanche, il y en a un qui ne l'a pas ratifié, qui l'a signé, mais la signature n'engage en rien en réalité, c'est une intention mais qui ne l'a pas ratifié, et c'est de mémoire, mais alors j'espère que je ne vous dis pas de bêtises, c'est l'Azerbaïdjan. Voilà. Et alors après... ouais, c'est ça. Au-delà du Conseil de l'Europe, évidemment, il reste les États-Unis, la Chine, la Russie, bien sûr, la Russie, ouais. Donc, ouais. L'Iran, bien sûr. Eh Donc, bien, il y a encore à faire. Non, on arrête là. Je vois une main. Alors c'est vraiment la toute dernière. Il y a d'autres gens qui doivent intervenir après, donc on est obligé de libérer la salle. On sait que François Mitterrand a eu 2 avocats, Robert Badinter et Roland Dumas. Est-ce qu'ils s'aimaient bien tous les deux?
qui se respectaient. Bon. Ce sera donc le mot de la fin. Voilà, et il est magnifique. Merci beaucoup.